L'année dernière, jusqu'en juin, j'enseignais avec des élèves de cycle 3. Je suis spécialisée dans la difficulté d'apprentissage. Enfin, j'étais essentiellement avec des CM. Cette année, je change parce que ça fait 10 ans que je suis sur le même poste. Et je sens que je commence un peu à m'épuiser et à plus créer. Donc cette année, je travaille avec des enfants de la grande section au CE2. Voilà, donc je suis contente. Je vais être obligée de me renouveler un peu et c'est très très bien. Première activité. Deuxième activité, j'ai un organisme de formation qui s'appelle Enquête Formation. Et là, je propose des formations en communication et en pédagogie, communication en entreprise, qui me permet de voir un peu ce qui se passe dans le monde, pas forcément réel, mais sortir un peu de l'éducation nationale et de voir voilà, comment ça se passe chez les adultes en situation professionnelle. Et je propose aussi des formations en pédagogie, donc là, je forme à la fois les enseignants, mais je peux former aussi des éducateurs, et puis parfois aussi, je fais des conférenciers des parents. Voilà, par tout ce qui est métier de l'accompagnement. En parallèle, j'écris. Donc là, je viens de sortir le deuxième livre. Je suis très très heureuse de ce livre-là. Tisser des liens. Et voilà, je vous remercie de m'avoir invité cet après-midi. Je vais faire la petite présentation de ce livre. En fait, Tisser des liens, je crois que c'est... Enfin, à mon sens, c'est un peu notre histoire à tous. C'est moi les outils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai traversé l'enfance, quand j'ai traversé l'adolescence, quand je suis entrée dans l'âge adulte, quand j'étais adulte, enfin, dans ma vie d'adulte, et aussi quand j'ai commencé à enseigner. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mon parcours, mais bon, comme chacun d'entre nous, j'ai traversé des inconforts. Il y a des outils que j'ai découverts plus tard qui m'auraient vraiment aidé à aller mieux, quoi, et à traverser la vie avec plus de grâce et plus de facilité. Des outils pour être mieux avec moi, pour savoir me protéger quand il y a des agressions extérieures, pour avoir confiance en moi, et puis pour éviter d'être enfermée dans des schémas répétitifs. Donc voilà, j'ai écrit ce livre dans un espoir de bulle d'humanité, de connexion à soi, avec les 3 questions sous-jacentes. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus important finalement sur Terre que d'être en lien avec soi? Autrement, quelle est la... Ah, j'ai parlé plus fort. Ou alors, la deuxième question qui découle de la première, c'est quelle relation je vais construire avec l'autre si je suis déconnectée de moi? Et puis aussi, voilà, comment est-ce que je peux mettre de l'enthousiasme et de la tendresse dans nos relations? C'est mon moteur de la rentrée, enthousiasme et tendresse dans ce que je vis, dans ce que je suis, dans ce que je partage et dans ce que je développe. Donc pour moi, ces questions, elles sont essentielles pour chacun d'entre nous, mais elles deviennent vraiment cruciales quand notre métier, quand notre quotidien, c'est accompagner à grandir. Et accompagner à grandir et stimuler à la mise en projet. Bon, vous le savez comme moi, vous êtes sur Terre, c'est plus un scoop. La relation, c'est le cœur des apprentissages. Je ne suis pas la première à en parler. Je ne suis pas la première à écrire de ça là-dessus. Je ne suis pas la première à former là-dessus. Et ce qui est vrai pour nous adultes, ça l'est aussi pour nos enfants, pour nos adolescents. C'est-à-dire que vous, ce matin, si vous êtes réveillés, joyeux, eh bien, vous allez traverser votre journée dans l'enthousiasme. Et tout ça, c'est possible quand on a le cœur qui est en paix. Quand on a le cœur en paix, on vit simplement en paix. Et quand on se sent en sécurité, en confiance, eh bien on avance avec aisance. Et en fait, c'est tout l'objet de ce livre, hein. C'est pas de supprimer les inconforts, c'est comment traverser les inconforts. Deuxième scoop qui n'en est pas un, c'est que enseigner, ça devient aujourd'hui un art de haute voltige. On l'a vu avec toutes les différenciations qu'on est amené à faire pour accompagner nos élèves, même si je préfère l'idée de globalisation à la différenciation. Mais bon, ça c'est un autre débat que nous n'aurons pas maintenant. Donc c'est un art de haute voltige et souvent en fait face au comportement des enfants et des adolescents, on est dans la réaction plutôt que dans la réponse. Vous voyez la différence entre réagir et répondre? Quand je réagis, en fait, je suis au quart de tour, je suis dans « Ouh là là, tu m'agresses », je t'agresse, je schématise, on ne se sent pas forcément agressé, mais c'est que je vais être dans l'immédiateté, alors que quand je suis dans la réponse, je peux faire en sorte que ce que je vais partager avec l'autre dans la situation de communication, ça soit un outil qui ouvre la relation plutôt qu'un outil qui ferme la relation. C'est-à-dire que quand on est dans la réaction, souvent, on reprend le dessus, parce qu'en plus on a des postures d'adultes, donc on reprend le dessus, et finalement, l'autre en face, les gamins, ils se ferment. Hein. Mais même chose, hein, si vous me dites quelque chose et que je vous rentre dedans, après on va ramer pour construire une relation de confiance. Et ces comportements-là, souvent, on les a avec les enfants, les adolescents, sans s'en rendre compte. Et en fait, on ferme la relation plutôt que de l'ouvrir. Voilà, et à partir du moment où on commence à fermer notre cœur, comment est-ce qu'on peut apprendre? J'ai une gamine il n'y a pas longtemps, en fin d'année, l'année dernière, je leur demandais de faire le bilan de ce qu'ils avaient appris en dehors des apprentissages. Elle a
8 ans, elle était en CE2, elle me dit, Madame, elle s'appelle Asli, elle me dit, Madame, moi j'ai compris que quand on me dit des choses gentilles, je comprends facilement. Et voilà, enfin, la relation, c'est vraiment le cœur de l'apprentissage. Donc il y a beaucoup d'outils en fait qui sont à disposition pour stimuler et alléger le quotidien, stimuler la mise en projet et alléger le quotidien. Alors c'est vraiment l'objet de cet ouvrage. Cet ouvrage en fait c'est comme une invitation en voyage et je vais vous emmener en voyage là, en 4 escales. Avec 2 postulats de départ, je vous propose de prendre avec vous les postulats de départ. Donc ça, on peut le négocier quand on n'est pas ensemble, mais si on est ensemble dans notre bulle, c'est non négociable. Premier postulat, c'est avoir foi dans le potentiel de chacun. Pour moi, c'est clair. On est tous brillants, on a tous un potentiel de réalisation. Si on ne se réalise pas pour l'instant à la hauteur de ce que nous sommes, de ce que nous pourrions être, c'est qu'il y a des obstacles. Et le deuxième postulat, ça implique que aller bien être en mouvement, ça implique de développer sa proactivité. C'est-à-dire que j'ai des comportements répétitifs et ces comportements répétitifs, pour en sortir, ça va me demander de l'audace, du courage et des expérimentations qui sont parfois un peu hasardeuses, mais voilà, ça demande du mouvement. Voilà un exemple qui est très simple, et là, si vous rencontrez des enseignants en permanence, vous savez très bien qu'il y en a qui vous disent « c'est pas possible, je répète toujours la même chose ». Et c'est aussi vrai dans nos relations avec les adultes, nos partenaires professionnels, les adultes de notre famille, les adultes de notre quotidien. Vous savez très bien que si vous dites 3 ou 4 fois la même chose à une seule personne, vous avez bon pour le faire jusqu'à la fin de votre relation. C'est juste. Un enfant à qui on dit 3 fois la même chose, un enseignant qui dit 3 fois la même chose la première semaine de septembre, eh bien, s'il ne modifie pas son manière de communiquer, il dira la même chose jusqu'en juin. Et là, on pourrait dire, oui, mais c'est pas à moi de changer. Si, on est payé pour changer. Enfin, c'est notre métier de changer, c'est notre métier d'accompagner à grandir. Donc si on veut modifier la relation, il faut modifier notre manière de communiquer. Et c'est ces outils-là que vous aurez là-dedans. Donc voilà, j'ai le choix en fait, quand la relation elle est inconfortable. Choix 1, je continue à râler, à m'épuiser et à détériorer la qualité de ce que je vis avec l'autre. Choix 2, je prends des risques. Je cherche comment agir autrement. Et puis j'expérimente. Parfois ça fonctionne rapidement, parfois on rame un peu plus longtemps, mais au moins si on essaie de changer, si on ouvre la manière de communiquer, on prend juste le risque que ça s'améliore. Si on répète, c'est sûr, ça va continuer à fermer. Voilà, allez, première escale, on y va. Donc 4 étapes, 4 parties. Première escale, on va aller se libérer de tous les sacs à dos, de tous les sacs, de toutes les pierres qu'on porte depuis l'enfance. C'est-à-dire que cette première escale, c'est un voyage vers l'élève que nous étions, vers l'enfant que nous étions. Et donc, à quoi ça sert? En fait, on est animé par une multitude de croyances, de comportements répétitifs, de conditionnements, de projections qui font que, tant qu'on ne les a pas identifiés, on va être dans la répétition. C'est-à-dire, par exemple, ça c'est des choses que je fais souvent quand je travaille avec des enseignants en formation, je leur demande d'aller identifier un petit peu toutes les phrases assassines qu'ils ont reçues. Ça va être du style, moi j'ai reçu « t'as 2 mains gauches », autant vous dire que faire la vaisselle pour moi c'était une catastrophe et casser les verres c'était tout le temps. Tondre la pelouse avec un fil c'est juste impossible. Ou alors tu le fais exprès, ou alors un homme ça pleure pas, la vie c'est un combat. Si on avait le temps je vous ferais faire le petit tour de vos phrases assassines. Et en fait, toutes ces phrases assassines, on les a reçues, on les a intégrées, on les a comme, enfin vraiment, elles sont nous autant que nos constituants physiques, et elles induisent nos comportements. Donc le premier chapitre, c'est vraiment aller identifier un peu toutes nos croyances, toutes nos projections, toutes nos certitudes, et parce que les identifier, ça va nous permettre de nous libérer. Quand on enseigne, quand on éduque, quand on accompagne à grandir, on projette nos croyances sur nos élèves. Et ce sont nos lunettes qui vont colorer la réalité. Donc on va regarder ces certitudes à la fois dans notre histoire personnelle, dans la mise en projet, sur l'autorité, sur l'évaluation, sur la créativité, sur la liberté, sur la responsabilité, pour faire en sorte vraiment de se nettoyer de tout ça, de s'alléger, pour que moi je sois libre de ça et que j'arrête de le projeter sur l'autre, pour que l'autre puisse ouvrir son potentiel. Voilà, donc cette première partie, il y a des témoignages, c'est simple, c'est des constats, des propositions, des petites analyses, des petites phrases clés, pour vraiment, en fait, je pense que, enfin mes livres,
de faire en sorte qu'il soit simple et accessible. Et là, je pense que voilà, il y a un beau travail aussi au niveau de la maquette. Merci Joël de ta confiance d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est comment accompagner plutôt que de reproduire. Je choisis ma manière d'enseigner plutôt que reproduire. Je suis vraiment aussi convaincue pour clore cette première partie qu'on est tous un cadeau pour les autres si on est pleinement nous. Et donc, bah voilà, allons écouter ce que nous sommes pleinement libérés des conditionnements. Voilà pour la première escale. Maintenant qu'on a nettoyé, qu'on s'est libéré pleinement de nos conditionnements de l'enfance, on est léger, libre, nous-mêmes, on est connecté à notre essence, on peut aller voir un peu ce qui se passe du côté de notre vie adulte. Donc, deuxième étape, je vais apprendre à prendre soin de moi adulte. Parce que ça aussi, c'est l'une des grandes interrogations, des grandes surprises de cette vie d'adulte, c'est que comment est-ce que je peux prendre soin des enfants que j'accompagne si je suis vide? Comment est-ce que je peux dire à l'autre, mais oui, écoute-toi, écoute tes besoins, tu dois prendre soin de toi, si moi-même, je ne prends pas soin de moi. Donc ce chapitre 2, c'est vous mettre vous en tant qu'adulte, nous les enseignants en tant qu'adultes, mais en fait ce livre c'est à destination des enseignants, mais je pense qu'il serait valable pour l'ensemble des êtres humains. C'est vraiment identifier maintenant que je suis libérée de mes croyances, de mes projections, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes moteurs, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins. Vraiment aller me remettre au centre de ma vie. Parce que je suis convaincue, et ça aussi ça reste un challenge de toute une vie, hein, moi je flirte encore régulièrement avec le burn-out, je reste convaincue que quand on est pleinement dans son essence, quand on donne pleinement ce qui est juste pour nous, et bien en fait ce qu'on donne, ça va nous nourrir. Et que si je suis totalement juste avec moi, enseigner, partager, écrire, eh bien ça va pas m'épuiser. Et c'est vraiment l'objectif de cette partie-là. Donc, dans cette partie, vous allez trouver des outils pour identifier vos moteurs, vos valeurs, vos besoins dans vos vies professionnelles. Et aussi des pistes pour mieux comprendre les relations qu'on va avoir avec les autres, que ce soit avec nos collègues. Il y a plein aussi de propositions pour travailler avec ses collègues. Et puis, même chose, plein de témoignages, plein de propositions, plein d'analyses, plein de petits constats très très simples. Voilà pour cette deuxième partie. Donc première partie, je me libère de l'enfance, de ce qui m'a entravé dans mon enfance. Deuxième partie, je suis alignée, je prends soin de moi, donc je suis capable maintenant de prendre soin des autres. Donc, troisième partie, je vais regarder l'autre comme il est. Je suis bien avec moi, maintenant, je peux regarder l'autre comme il est. Donc là, dans cette troisième partie, c'est une partie pour inviter à éviter les étiquettes. Ces étiquettes qui vont enfermer, qui vont réduire clairement l'expression des potentiels. Parce que mon regard d'adulte, il va vraiment conditionner la réalité de l'enfant ou de l'adolescent que je vais accompagner. Et c'est tout simplement, vous connaissez certainement l'expérience qui est menée par Rosenthal. Ou alors, je vous le fais en 2-3 mots très rapides. C'est en gros, on dit en fait, les enseignants, c'est dans un groupe d'enseignants, les enseignants pensent que c'est les enfants qui vont être testés, mais en fait ce sont eux qui sont testés. Et on leur dit, bah voilà, dans votre groupe, vous avez 10 élèves qui sont très bons, 20 qui sont... Enfin, on catégorise les enfants, mais ces enfants, ils sont pris au hasard. Donc dans la partie des élèves qui sont très bons, en fait, on ne sait pas qui est, on ne connaît pas le niveau des enfants. Et en fait, il a été clairement prouvé qu'à partir du moment où on regarde un enfant avec un regard en disant « Waouh, il a un potentiel extraordinaire, il a des capacités énormes, il va vraiment falloir que je le nourrisse parce qu'autrement il va s'ennuyer et cet enfant il est brillant », les gamins ils font un bond monstrueux. C'est notre regard d'adulte qui conditionne la réussite des gamins. Il n'y a pas que le regard, hein. Mais le regard c'est déjà, l'exemple que je vous ai donné en début de conférence, quand on me dit des choses gentilles, je suis capable de comprendre. Et en fait, cette troisième partie, c'est pour vraiment inviter à regarder l'autre comme il est et à voir son potentiel. Donc, avoir raison sur l'autre, ça dessert la relation. Donc, je vais faire en sorte d'observer et de laisser à l'autre la capacité de me laisser surprendre. Donc voilà, observer les particularités, m'intéresser à chacun, à chaque cours, mettre en projet. Voilà, donc c'est vraiment, je pense que la plupart du temps quand on enseigne ou quand on accompagne à grandir, on est dans le contrôle, parce que le contrôle, nous, ça nous rassure en tant qu'adultes, mais en fait, le contrôle, ça nous épuise. Donc là, on va essayer de se remettre en projet, parce qu'une fois que je suis bien mis en projet, si moi j'ai plaisir à faire les choses, eh bien,
ce que je vais transférer, que ce que je vais transpirer comme énergie, c'est je vais vous donner du plaisir aussi à faire les choses. Donc, première partie, je me suis occupée de mon enfant. Deuxième partie, je me suis réalignée dans mon axe d'adulte. Troisième partie, je regarde l'autre comme il est. On peut maintenant s'intéresser à la relation. Donc dans les relations, donc quatrième partie, quatrième escale, c'est vraiment construire des relations qui sont harmonieuses. Donc je poursuis mon voyage. Voilà, dans nos relations, il y a beaucoup d'invisibles. Et cette partie-là, ça va être vraiment les outils pour construire des relations qui sont harmonieuses. Être plus grand que l'inconfort rencontré. Être dans la réponse plutôt que d'être dans la réaction. Et là, je vous fais un petit panel de pas mal de choses différentes qui sont à la fois les schémas répétitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma répétitif? Comment est-ce que je peux identifier mon degré de conscience? Quel pouvoir je donne à l'autre? C'est intéressant cette question. Hein. Comment est-ce qu'un enfant qui est hors de lui peut me bousiller ma journée? Quel pouvoir je donne à l'autre? Elle est hyper importante cette question-là. Comment est-ce que je fais pour me protéger d'un comportement dont je ne suis pas responsable? On démarre au quart de tour. Comment est-ce que je peux mettre une distance? Parce qu'en plus, la plupart du temps, quand on démarre, bah, l'autre il s'apaise pas, l'autre il monte. Donc dans cette partie-là, plein d'outils. Donc mécanismes. Ah oui, on va parler aussi des mécanismes de défense. Vous savez, ces mécanismes de défense, il y en a un qui s'appelle l'humour. Après, il y a aussi ces enfants-là, ça vous est déjà certainement arrivé, ou peut-être même quand vous étiez petit, vous aviez ce mécanisme de défense. On vous râle dessus, vous ne savez pas pourquoi, vous avez un sourire qui se fige. Et en fait, l'autre, qu'est-ce qu'il fait, l'adulte? Non, mais en plus, t'es pas d'accord, je suis pas d'accord avec toi, et toi, je te rouspète, et tu t'en moques, ça te fait rire, le gamin. Et en plus, ça te fait rire encore plus. Et là, ça monte chez les adultes, mais, enfin, je vous vois sourire, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où on voit ces situations-là. Et en fait, le gamin, il est juste enfermé dans un mécanisme de défense qu'il ne peut pas contrôler. Le mécanisme de défense, c'est quand même urgent que nous, les enseignants, nous sachions que ça existe. Donc on parle des mécanismes de défense. Je refais une petite synthèse aussi dans ce livre-là, dans la quatrième partie, avec plein de petits dessins, plein de petits tableaux sur les bases de la communication non violente, les accords Toltec, les blessures. Donc c'est vraiment, cette quatrième partie, c'est vraiment, vous allez piocher les outils qui vous intéressent le plus pour pouvoir construire des relations qui vont être conscientes et constructives, et surtout sortir de ces schémas où ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, donc du bon sens, des outils concrets pour vraiment améliorer sa relation à soi, sa relation à l'autre, pour mieux se comprendre. C'est agir, comment sortir de la culpabilité, parce que souvent on préfère ne pas voir les choses. C'est pas sympa d'utiliser le on. Parfois, dans des situations inconfortables, je préfère me dire que ça n'existe pas, plutôt que de sortir la petite carte de la culpabilité qui va me ronger. Mais bon, un jour, cette carte de la culpabilité, elle finit quand même par sortir. Donc là, dans ce livre-là, vous avez des outils pour sortir de la culpabilité et être dans la responsabilité. Oui, nous sommes humains, oui, j'ai fait des erreurs, oui, j'en ferai encore, mais comment est-ce que je deviens proactif pour faire en sorte que mes relations avec les autres et avec moi-même, d'abord avec moi et avec les autres, elles soient plus tendres et plus enthousiastes. Voilà pour ma petite présentation de ce bouquin, Tisser des liens. Les cartes émotions qui sont très jolies. D'ailleurs, là, j'en profite pour remercier mon amie et graphiste Fanny. Donc des cartes émotions, des cartes besoins, et qui sont donc adaptables enfants, ados, adultes. Et puis il y a aussi en ligne les tableaux au niveau des émotions, des besoins, des valeurs. C'est un livre dans lequel vous allez pouvoir aussi avoir vos propres supports pour poursuivre les propositions d'exercices qui sont dedans. Donc, ces exercices-là, vous allez aussi pouvoir les faire en équipe ou même en famille. Hein, plaisir. Les cartes, c'est très simple. Donc, les cartes émotions. Si vous avez une classe, je vous invite à faire un tableau avec les cartes. Les enfants, donc découper les cartes et les mettre sur un tableau, et les enfants, ils posent leur nom en dessous à chaque fois. Donc ça permet d'avoir d'entrée de jeu une vision de chaque classe. Après, moi là en ce moment, je les ai photocopiés, j'ai fait un jeu pour chaque enfant. Des élèves, enfin j'en ai mis que 9, parce que là pour les CE1, CE2, là il y en a 18, et 18 c'est beaucoup, mais j'ai pris 9 émotions. Et ce que j'ai fait là dans les classes dans lesquelles j'ai démarré, on explique les mots. Et puis je leur explique que bah voilà, en fait, à chaque fois qu'on va faire un cours ensemble, on va se dire bonjour en se regardant dans les yeux, et puis ils vont me dire comment ils se sentent. Comme ça, moi, ça me permet de savoir un peu quelle est la température de ma classe. Et je suis aussi très vigilante à ce que pendant ce temps d'expression, ils s'écoutent les uns les autres.
pour qu'ils puissent être aussi vigilants à prendre soin d'eux. L'objectif aussi, ça j'en parle dans le chapitre 4, c'est de transformer mon groupe classe en équipe de classe. Et tout ça, tout à l'heure on parlait de différenciation. La différenciation, c'est trop lourd à porter pour un seul adulte avec 28 enfants. Alors que si vous êtes dans une globalisation et que tout le monde prend soin les uns des autres, vous allez baisser d'un cran. Et puis les gamins, ils vont construire des belles relations les uns avec les autres. Et la globalisation, ça se fait beaucoup plus facilement. Et ensuite, quand il y a des conflits, donc après sur des temps spécifiques, là on a commencé les séances de méditation. Et donc forcément au départ des séances de méditation, il y a toujours des enfants qui bougent, qui parlent. Bon, c'est tout, c'est jeu, donc je dis rien pendant la séance. Et plutôt qu'après de faire la police ou le gendarme, je leur demande, voilà, est-ce que certains d'entre vous ont des besoins pendant le temps de méditation? Et la plupart des enfants, ils apprécient ce temps de calme. Ils disent, oui, Kaïssa, est-ce que tu peux éviter de bouger ta chaise donc est-ce que tu auras besoin de calme? Oui. Ou est-ce que tu pourrais éviter de me parler pendant... Enfin, et donc, on va chercher les besoins, et c'est pas moi qui dis, toi tu fais plus ci, ou toi tu fais ça, ou taisez-vous, ou c'est pas gentil, après tout ce que je fais pour vous. Enfin, vous voyez ce qu'on peut faire nous en tant qu'adultes. Non mais je me moque avec tendresse. Hein. Mais c'est un peu ça qui se passe quand même. C'est eux qui se formulent les demandes les uns aux autres. Donc, plutôt que moi d'essayer de tout chapeauter et d'être dans la... C'est fatigant hein, de tout chapeauter. Eh bien, je les apprends je les accompagne à communiquer à l'horizontale. Comme ça. Et ça a beaucoup plus d'impact quand ce sont eux qui communiquent entre eux que quand c'est moi qui impose. Et en cas de conflit, c'est la même chose. Ok, souvent on se rend compte que des enfants qui sont dans le conflit, et ça aussi c'est dans le dernier chapitre, souvent dans des conflits, mais même nous entre adultes, hein, souvent on va détester l'un de nos collègues parce qu'il parle tout le temps et que nous aussi on a envie de parler tout le temps, on a le même besoin d'écoute. Et ça, plus vite on en prend conscience, mieux c'est. Et donc c'est très très simple finalement, mais c'est la base de la communication non violente, hein. Émotion, besoin, et puis après formuler ses demandes. Mais c'est beaucoup plus simple de vous demander à un enfant c'est quoi tes besoins. Le gamin il sait pas. Déjà nous on sait pas quels sont nos besoins, on n'a pas les mots, on n'a pas le vocabulaire. Alors qu'avec les cartes ça se fait tout seul. Vous partez avec vos enfants en vacances, vous leur dites de quoi vous avez besoin. Ah moi j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de jeu, j'ai besoin d'autonomie. Ok. Comment ça se manifeste pour toi la tendresse? J'aimerais bien qu'on fasse un câlin de temps en temps. T'as besoin d'autonomie, tu veux faire quoi? Je veux faire des crêpes toute seule. T'as besoin de jeu? Oui, je voudrais au moins jouer une fois par jour au mieux avec vous. Ok. Et en fait, vous, du coup, vous pouvez poser les mêmes besoins. C'est beaucoup plus facile parce que là, on ne fait pas que s'intéresser aux enfants. Vous aussi, quand vous écoutez leurs émotions, leurs besoins, eux, après, ils vont être réceptifs aux vôtres, à vos émotions et à vos besoins. Et on n'est plus dans le frontal, on est une équipe, on n'est pas un groupe, j'ai pas un groupe classe, je fais partie d'une équipe avec qui je vais avancer pour être plus relié à moi, plus relié aux autres et plus être en projet.